Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour parler de la détresse psychique qui ne touche plus uniquement les extrêmes et les minorités, mais qui aujourd'hui touche aussi la classe moyenne, et c'est ça le problème. Parce que la classe moyenne est celle qui paye ses factures, qui consomme, qui rapporte peu par tête de pipe, mais nous sommes nombreux, et surtout on ne coûte pas grand-chose. Quand la classe moyenne commence à coûter plus que ce qu'elle me rapporte, c'est toute la société qui va droit dans le mur. Trop nombreux sont ceux qui sont encore dans le déni de cette réalité, préférant nous accuser d'effectuer des certificats de complaisance. Trop d'ignorants confondent développement personnel et traitement de la détresse psychique, se questionnant de la pertinence de rembourser la psychothérapie par l'assurance de base. Ils ignorent justement que la psychothérapie diminue les coûts de la santé mentale de 1,5 à 4 fois. Vous êtes au courant de cette réalité. Vous la vivez dans vos écoles, dans vos classes, vos cabinets, vos institutions, vos entreprises, en discutant avec vos familles, vos amis, vos proches, vos connaissances. On connaît de plus en plus de personnes autour de nous confrontées à la détresse psychique. Winston Churchill disait qu'une nation qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Je vous propose donc qu'on regarde d'où est-ce qu'on vient pour réfléchir à où est-ce qu'on va. L'Homo sapiens, aussi appelé homme moderne, est sur la planète depuis 300 000 ans. Il a été chasseur-cueilleur, c'est le bleu, depuis 290 000 ans. Et c'est seulement depuis 10 000 ans qu'il s'est sédentarisé en communauté, village, ville, notamment grâce à sa capacité à domestiquer la nature et les animaux. Si je fais un zoom sur ces 10 000 dernières années, ça fait seulement 365 ans que nous avons des transports publics grâce à l'arrivée des premières diligences, et seulement 70 ans que nous avons accès à de la nourriture en suffisance, du moins sous nos latitudes. Je fais un petit zoom sur cette nourriture. Il paraît évident, mais il semble que, mais ça a été prouvé par des études, que l'Homo sapiens est conçu pour survivre à la famine, non à la surabondance. Il va donc enregistrer son poids maximum qu'il a dans la vie à toujours devoir atteindre. Et dès qu'il perd rapidement du poids, 2-3 kilos, à ce moment-là, il se met en mode famine. Il va donc aller chercher dans ses ressources les plus efficientes, énergétiquement, les muscles, et chaque fois qu'il va avoir accès à de la nourriture, il va la stocker. D'où le yo-yo dans les régimes, d'où l'extrême difficulté que nous avons à lutter contre l'obésité et le surpoids. En Suisse, en 2022, 43% de la population était en surpoids, dont 12% en obésité. Coût de l'obésité, 3,7 milliards. Alors pourquoi je vous parle de l'obésité dans une conférence de santé mentale? C'est parce que les aliments ultra transformés, qui représentent 30% de la nourriture d'un bon Suisse, ainsi que les sucres ajoutés, activent en fait le circuit de la récompense. Grâce à leur texture et à leur goût, ils amènent un sentiment de réconfort. On peut voir chez le monsieur qu'il y a même une forme de satisfaction. Et ce réconfort, le cycle de la récompense est très très lié à son siamois maléfique qui est le cycle de la dépendance. Et donc il donne un goût de reviens-y. Et plus on y revient, plus le réconfort est petit. Et donc plus on y revient. Et plus la satisfaction se transforme gentiment en culpabilité, sentiment très désagréable qui demande du réconfort. Alors on y revient. Il y a un lien extrêmement étroit entre les aliments ultra transformés, les sucres ajoutés et notre problème de surpoids et d'obésité. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème, c'est que les aliments ultra transformés et le sucre ajouté modifient notre microbiote, rendent nos intestins poreux. De ce fait, ils augmentent, ils créent une inflammation chronique. Et cette inflammation chronique du corps et du cerveau est un élément prédisposant majeur à la dépression. Si je reviens à mon schéma, donc 70 ans de nourriture en abondance,
Ça fait 30 ans qu'on a l'arrivée d'Internet avec la généralisation des ordinateurs partout, chez soi, dans nos entreprises. On les a même maintenant à l'université, dans les autres écoles. Moi, je faisais tout à la main, d'où le hiéroglyphe du médecin. Là, maintenant, tout se tape. On en a même maintenant à l'école obligatoire. Et vous avez tous un smartphone depuis environ 15 ans. La rapidité de transformation de notre société ces 100 dernières années est fulgurante. Et il devrait être questionné si elle est compatible avec le temps d'adaptation que nécessitent les principes de l'évolution. Ou si, comme le disait Darwin, dans sa théorie de la sélection naturelle, les girafes au long cou s'adaptent pendant que toutes les autres meurent. À la seule et grande différence entre la girafe et nous, c'est que nous avons 2% d'humanité. En effet, la différence entre l'Homo sapiens et le chimpanzé, c'est 2%. Ça veut dire que nous ne sommes pas à 98% semblables, mais bien totalement identiques aux chimpanzés. Alors bien sûr que ces 2% sont très importants. Ils nous ont permis la civilisation. Ils nous permettent d'organiser, de prévoir, d'imaginer, d'inventer, de créer l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Ils nous permettent aussi, probablement par manque d'humilité, de considérer qu'on a 98% de ce qui nous constitue qui ont des besoins. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur nos 98% de besoins. Et je vais vous donner un premier exemple. Est-il facile de faire sortir de chez elle une personne qui souffre de dépression, d'anxiété ou simplement d'épuisement professionnel? Qu'est-ce que fait le chat, le chien, l'oiseau, le chimpanzé quand il est blessé? Il se cache. Cet instinct de survie, régi par notre cerveau primitif, reptilien, est extrêmement rationnel. Un animal en situation de vulnérabilité ne peut pas fuir ni combattre son prédateur. S'il veut avoir une petite chance de survivre, il doit se cacher le temps qu'il aille mieux. Une personne qui souffre de dépression, de détresse psychique, en règle générale, est en situation de vulnérabilité. Elle a donc 98% de ce qui la constitue, qui lui dit « reste dans ta grotte, bouge-toi, bouge pas, planque-toi ». Et pourquoi est-il si important de lutter contre cet instinct de survie? Eh bien, une étude à très large échelle qui a confirmé plein de petites études montre que l'activité physique agit comme un antidépresseur. En fait, le lactate qui est formé dans nos muscles agit comme un inhibiteur de la recapture sélective de la sérotonine, un antidépresseur qui a fait ses preuves. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on savait que l'activité physique permettait de prévenir des maladies cardiovasculaires, renforçait l'immunité, donc nous protégeait des infections, des cancers. Ce qu'on voit aussi, c'est que même inférieure aux recommandations de l'OMS, l'activité physique protège, prévient des maladies psychiques, notamment de la dépression, de l'anxiété et du burn-out. Et l'activité physique au quotidien, on est, pour ceux qui bougent, souvent face à ce qu'on appelle des sédentaires sportifs. Vous savez, ceux qui ne bougent pas une oreille pendant 6 jours, qui prennent leur voiture de leur garage pour aller au garage de leur entreprise, qui sont derrière leur ordinateur, ne bougent pas une oreille. Et le 7e, ils font 5 jours, 5 heures de randonnée. Et bien, c'est comme si on ne se brosse pas les dents pendant 6 jours, puis qu'on les brosse 7 fois le 7e. Le chimpanzé, lui, il bouge tous les jours. Je me suis intéressée cette année à une minorité, une très petite minorité, mais extrêmement vulnérable en ce qui concerne la détresse psychique. Imaginez le grand criminel du canton de Vaud, ou du moins celui dont on a le plus entendu parler ces derniers mois, M351, et qu'on l'enferme dans une cellule de prévention de l'hôtel de police de Lausanne pendant 62 jours. Même avec 3 sorties de 10 minutes par jour pour qu'il prenne l'air, même avec la visite d'un vétérinaire qui regarde s'il est encore viable et qui le bourre de neuroleptiques et d'anxiolytiques pour qu'il supporte sa détention, nous aurions
toutes les associations de défense des animaux sur le dos. Il semblerait que les chiens de la SPA, les chimpanzés du Observion, aient un espace plus compatible à leurs besoins que nos détenus en prévention ou en exécution de peine. Bon, allez, je passe à quelque chose un peu plus réjouissant. Notre espérance de vie, elle est extraordinaire. En 100 ans, notre espérance de vie a plus de doublé. Comment ça se fait? Est-ce que c'est grâce à la découverte de l'immunothérapie qui coûte le lard du chat? Est-ce que c'est grâce à l'opération de la prostate avec le dernier robot high-tech? Non. L'espérance de vie, les avancées technologiques et médicales ne sont responsables que de 7 à 8% de notre espérance de vie. Et celles qui ont le plus eu d'impact, c'est la découverte de la pénicilline et la vaccination. Notre espérance de vie, elle est là grâce au fait qu'on a mis les cimetières à l'extérieur des agglomérations. On a accès à l'eau potable. On a accès à de la nourriture en suffisance. On se lave les mains avant d'accoucher une femme. Ça a augmenté l'espérance de vie de 50% de la population entre 15 et 45 ans. Les organisations de vaccination en masse. La prévention du cancer du col utérin, du sein, du côlon. En fin de compte, c'est essentiellement notre État, notre santé publique, les choix qu'ils ont pris, qui sont responsables de notre espérance de vie. Et notre espérance de vie en qualité de vie. Alors, dans les années 90, 2000, comme ça, il y a eu un vent de panique. Quand on a réalisé le taux de démence chez le 3e et 4e âge. Tout d'un coup, on s'est dit qu'en 2030, on allait crouler sous la démence avec l'arrivée des baby-boomers au 3e et au 4e âge. Alors, qui étaient ces personnes âgées des années 90-2000? Eh bien, c'était des gens qui étaient nés au début du siècle passé, qui avaient vécu la Première ou Deuxième Guerre mondiale, qui avaient eu peur, qui avaient eu faim, qui avaient énormément travaillé et donné naissance à la génération des 30 glorieuses. Elles avaient donc vécu dans les années 70-90 la généralisation des ascenseurs dans les immeubles, les escalators partout en ville, la télévision dans tous les foyers, et une voiture en moyenne par ménage qu'elles utilisaient pour faire 100 mètres parce que quand même, elles avaient assez fait. En fin de compte, ce n'est pas la génération Z qui a inventé la flemme, mais il serait urgent de leur dire que la flemme est un facteur de risque de démence. Une étude publiée en 2025 dit que 45% des démences seraient évitables. Et comment est-ce qu'on fait ce petit miracle? En augmentant l'activité physique, en ayant une meilleure gestion des facteurs de risque cardiovasculaires que sont l'obésité, le diabète, le tabac, l'hypertension artérielle et le cholestérol. En maintenant les liens sociaux. Bah ouais, parce que ça garde l'esprit aware. En stimulant le cognitif, l'intellect, et en diminuant les traumatismes. D'après une estimation, il y a environ 160 000 personnes qui souffrent de démence en Suisse et 35 000 nouveaux cas chaque année. Les coûts de la démence, 12 milliards. Ça en fait des F-35. Passons maintenant à autre chose. Le cœur humain, quand est-ce qu'il est totalement fini? Le cœur humain est totalement terminé à la moitié de la grossesse. Le fœtus a à peine 20 semaines que son cœur est complètement terminé. Et quand est-ce que le cerveau humain est terminé? 25 ans. Exactement. Le cerveau de l'Homo sapiens, tranquillement, il se termine vers 25 ans. Alors je vous laisse juste quelques secondes pour vous rappeler à quel âge vous avez eu un smartphone. L'immaturité du cerveau de l'Homo sapiens est la raison pour laquelle nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes sont les premiers à porter les symptômes d'une société qui dysfonctionne. La division interdisciplinaire de la santé des adolescents du CHUV publie ce schéma. On voit que entre 2010 et 2012,
on a une augmentation significative de la détresse psychique chez nos adolescents, et ça au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2012? On va déjà partir sur quelque chose de loco-régional. J'habite QI, j'ai des enfants, et en 2012, j'ai discuté avec la maîtresse de 1 et 2P de mes enfants, qui se trouve était la même maîtresse de mon mari 30 ans avant. Et elle me disait qu'aujourd'hui, elle ne pourrait plus monter avec sa classe à la Tour de Gourze. Tour de Gourze, 3 km, 500 mètres de dénivelé. Parce que les enfants ne savent plus marcher, qu'ils n'ont plus d'endurance. Elle me disait aussi que légalement, elle n'aurait plus la possibilité d'aller à la bibliothèque au centre du village avec sa classe parce qu'il faut 2 adultes pour une classe en mouvement. C'est la raison pour laquelle on met les enfants dans un bus pour qu'ils aillent faire de la gym à 300 mètres, qu'on les remette dans un bus pour aller à la cantine à midi, et que s'ils sont nombreux, on les remet dans le bus pour aller à la PEMS l'après-midi. Sachant que grande partie des enfants viennent à l'école en voiture ou en bus scolaire. Imaginez qu'on force un enfant chimpanzé à rester assis 6 à 8 heures, maman a coupé qu'il mord son congénère, ou du moins qu'il déclare de sérieux troubles du comportement. Allez expliquer à des enfants, à des ados qu'il faut qu'ils bougent, alors qu'on leur apprend depuis l'âge de 4 ans que c'est bien de monter dans un bus pour faire 200 mètres. Allez expliquer aux parents que c'est important que leur enfant y bouge pour leur santé, alors qu'ils doivent signer une décharge s'ils veulent que leurs enfants aillent à la cantine à pied parce que l'État trouve ça dangereux. En 2012, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux de type Instagram et Snapchat. Alors, je ne vais pas vous parler de la vie merveilleuse de notre voisin qu'on voit à travers les réseaux sociaux et qui nous confronte à la médiocrité de la nôtre. La DISA publie que 80% du contenu des réseaux sociaux sont négatifs, anxiogènes et ont un impact sur l'estime de soi. Propos misogynes, homophobes, racistes, pornographie, démocratisation, voire banalisation des idées suicidaires, de la scarification, des troubles alimentaires. J'ai pas eu une adolescence hyper sereine, mais je ne pouvais pas imaginer que la scarification existe et je ne m'en portais pas plus mal. Aujourd'hui, tous vos jeunes, tous, connaissent de près ou de loin quelqu'un qui pratique ou qui a pratiqué la scarification. Le deuxième gros problème des smartphones, c'est qu'ils nous empêchent d'être dans le moment présent. Voyez le chimpanzé. Le chimpanzé, il est tout le temps dans le moment présent. Il ne réfléchit pas à ce qu'il va manger demain ou est-ce qu'il va dormir la semaine prochaine. Il est là, il est dans le moment présent. Ça lui permet de réagir s'il y a un danger, système sympathique, adrénergique, ou alors de se relaxer s'il n'y en a pas, système parasympathique, cholinergique. En fin de compte, être dans le moment présent permet de réguler notre stress. Et la pensée qui flotte. La pensée qui flotte, elle est hyper importante. Elle est hyper importante pour un cerveau en formation et pour la régénération d'un cerveau adulte. La pensée qui flotte, ça permet de métaboliser ce qu'on vit. Ça permet de l'analyser, de faire des liens, de le modifier, de le rectifier, de l'optimiser, de créer, d'imaginer, d'inventer, mais à l'insu de notre plein gré. La pensée qui flotte, c'est Eureka de Newton quand il voit tomber la pomme. C'est la pièce qui tombe. Mais pour avoir du temps, pour avoir des moments de présence et la pensée qui flotte, il faut avoir du temps de cerveau disponible. Un grand politicien du canton de Vaud, renommé, disait avec beaucoup d'honnêteté que l'État a laissé le temps de cerveau disponible de ses concitoyens aux plus offrants.
D'abord à travers les émissions télévisuelles à haute audience, qui étaient largement financées par la publicité, et aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Unisanté publiait la semaine dernière que 26% des travailleurs vaudois se disent stressés toujours à souvent. Ça fait quand même plus d'un quart des travailleurs vaudois qui sont en pré-burnout potentiellement. Quand j'étais ado, sûrement comme vous, quand j'attendais le bus, j'avais le Walkman sur les oreilles et j'avais la pensée qui flotte. Aux grandes dames de mes parents, je passais des heures allongée dans mon lit, à écouter de la musique, en regardant le plafond, et j'avais la pensée qui flotte. Aujourd'hui, quand j'attends le bus, je suis projetée dans les horreurs de Gaza. Quand j'attends mon enfant au foot, je suis projetée dans mes mails professionnels. Et quand je suis en vacances sur la plage, tranquille, je suis projetée dans les vacances de ma copine à l'autre bout de la planète. On m'a vendu le smartphone en 2012 en me disant que c'était un gain de temps. Quand j'ai réalisé qu'en fait cette saleté était chronophage, j'avais déjà été domestiquée. Parce que oui, on domestique l'être humain, l'homo sapiens, aussi facilement que n'importe lequel des mammifères. Du tigre, alors en passant par le chimpanzé. Et comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de domestiquer un chiot qu'un chien. Les ingénieurs de la Silicon Valley ne sont plus des programmateurs informatiques. Ils sont aujourd'hui des programmateurs de comportement humain. Au début de cette année, le magazine Doc de la Société vaudoise de médecine a fait un sujet sur la pédiatrie communautaire. On y apprend qu'un homo sapiens sur 4 ou 5 a un fonctionnement neuroatypique. Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, troubles du spectre autistique, troubles de l'hyperactivité et de l'attention. Et que cela a toujours été le cas. Alors moi, personnellement, je pense que si un quart de la population humaine a un fonctionnement neuroatypique, c'est que celui-ci est essentiel pour la survie de l'espèce humaine. Et qu'on devrait voir la neuroatypie comme un garde-fou, et non comme un handicap. Aujourd'hui, avec notre société de plus en plus normée, de plus en plus lissée par l'IA, comme disait Ben Mazoui, que vous n'avez pas écouté, des to-do list, hein? on doit faire des to-do list, on doit correspondre à nos to-do list pour être efficient, efficace, optimisé. Ça devient de plus en plus compliqué pour les neuroatypiques, qui deviennent de plus en plus symptomatiques. Et quand il faut accompagner, voire médiquer, un cinquième de la population, plus tous les autres, pour qu'ils s'adaptent à notre société, ça me questionne. Alors je ne vous dis pas qu'il faut, m'entendez bien, hein, il faut les accompagner et les médiquer. Parce que la neuroatypie est un facteur de risque majeur pour la détresse psychique. On apprend aussi dans ce document que 90% des diagnostics des pédiatres présumés en ce qui concerne la neuroatypie sont corrects. Pourtant, pour avoir des aménagements scolaires, un accompagnement, il faut un bilan. Alors si on regarde le bilan par exemple de logopédie, c'est 12 à 18 mois d'attente. Et si on a le malheur d'avoir un fonctionnement de type trouble du spectre autistique, c'est 2 ans. Alors, des mois de retard se comptent en années de vie perdue chez les enfants. On le comprend assez bien, prenons la dyslexie. Hein. La dyslexie, on n'est pas seulement en très grande difficulté en français. On est en difficulté en maths, en géo, en histoire, en dessin, en fait partout où il faut lire une consigne, car je ne parle même pas des langues. Et puis le cerveau de l'homo sapiens, lui, il essaye de mettre du sens à ce qu'il arrive. Il dit, mais mince, je bosse comme tous les autres. Et pourtant, je suis en échec. Donc, c'est que je suis stupide. C'est que je suis bête. Et que cette étiquette qu'il se met lui-même sur le front, il va falloir des années pour la décoller.
Oui, on dresse, on éduque, des homo sapiens comme n'importe lequel des animaux, et Édouard Louis Bernet l'a très bien compris. Lui, on l'a appelé le père du marketing moderne, parce qu'il a pris les techniques de propagande et de manipulation de masse du Troisième Reich pour les adapter au marketing. Et donc, du coup, il a réussi à faire changer les habitudes alimentaires d'une très large population, en leur faisant croire que de manger des œufs et du bacon le matin était sain pour la santé. Il a réussi à faire quasiment doubler la population cible du tabac, en faisant croire aux femmes que l'émancipation et l'égalité s'obtenaient en fumant des cigarettes. Et quand ces mêmes sociétés de tabac commercialisent des puffs aux couleurs de Mon Petit Poney et au goût du Malabar à la fraise, eh ben, elles ne ciblent pas les plus de 16 ans. C'est un marketing extrêmement rationnel. Plus immature est le cerveau dans lequel on instaure de la dépendance, plus celle-ci s'inscrit en profondeur et on se garantit une entrée d'argent pour les 30 à 50 prochaines années. Alors je ne suis pas contre vivre dans une société libérale qui prône la responsabilité individuelle. Mais quand on laisse le marketing éduquer, domestiquer, dresser, voire presser l'homo sapiens comme un citron pour qu'il donne tout son jus, je trouve paradoxal de râler sur le prix du compostage. Coût de l'absentéisme scolaire, coût de l'absentéisme professionnel, coût de la maladie psychique, des démences, coût des facteurs, des maladies cardiovasculaires, coût de l'obésité, coût des cancers, une épidémie de coûts, pourtant évitable. Chaque année, à l'annonce de l'augmentation des primes d'assurance maladie, on tombe sur les médecins à bras raccourcis, les rendant responsables de la précarité de la santé financière de la population. Mais si l'État prenait des décisions courageuses, eh bien je pense que moi, comme tout spécialiste, je perdrais 40% de ma consultation. Et cette absence de coût, je pense qu'elle se chiffre en milliards. Barack Obama disait « Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous utilisons de plus en plus les faits pour servir nos opinions, plutôt que former nos opinions en les fondant sur les faits. » Sur quels faits? De quels faits je parle? De quelles sources je parle? Tout ce que je vous ai dit là, je l'ai trouvé dans ma formation de médecine tropicale à Anvers, dans ma formation de gériatre, d'intervention en thérapie systémique, de médecine manuelle, ma formation de mes études de médecine, ma formation continue comme spécialiste en médecine interne générale, mes 5 ans d'expérience comme médecin responsable en EMS et mes 10 ans d'expérience comme médecin généraliste au cabinet. Et mon opinion est que nous sommes au sein d'une épidémie de détresse psychique. Qu'à l'instar de la détresse respiratoire dans le Covid ou de la détresse gastro-intestinale dans le choléra, augmenter le nombre de profs, d'éducateurs, de soignants, en fait, tout le réseau de la santé mentale qui était dans la rue cet automne pour dénoncer les mesures d'austérité, non pas parce qu'on est des enfants gâtés, mais parce qu'on est débordés. Et bien, d'augmenter tout ce beau monde ne diminuera pas le nombre de malades. Ça diminue le nombre de morts. Et effectivement, ces 30 dernières années, il y a moins de suicides réussis. Pour diminuer le nombre de malades, il faut assainir les sources épidémiologiques. Et je vous en ai fait une petite liste, bien sûr, non exhaustive. Taxe sur tous les sucres ajoutés et les aliments ultra transformés. Il faut l'interdiction des distributeurs de type Selecta, à proximité ou dans les écoles. Écoles, gymnases et écoles professionnelles comprises. Et il faut recommencer à distribuer des pommes à la récréation. Il faut traiter les barons du tabac comme les barons de l'héroïne et de la cocaïne, leur interdisant l'accès à nos politiciens à travers leur lobbying.
Bien sûr, il faut une loi sur l'âge légal de l'accès de notre jeunesse aux réseaux sociaux. Les parents vous diront merci, mais c'est totalement insuffisant. C'est comme l'âge légal sur les puffs Mon Petit Poney. Parce que le propre d'un cerveau d'Homo sapiens immature, c'est sa créativité. J'en ai encore la preuve. Aujourd'hui, j'ai croisé, j'allais au casque, et j'ai croisé, en sortant, un petit groupe de petites nénettes adorables, vraiment chou comme tout, 14 ans, qui me disaient « Eh madame, bonjour, vous seriez d'accord à aller m'acheter une puff ?» Donc c'est insuffisant. Il faut l'interdiction d'un bon nombre de contenus et d'algorithmes. Il faut une loi sur la souveraineté de l'esprit humain et sur l'autonomie et le droit à l'autonomie de pensée. Mais comme vous le voyez avec le Covid, c'est difficile d'assainir des sources épidémiologiques, voire parfois même impossible. Donc, ce qu'il faut faire en parallèle, c'est vacciner en masse le plus rapidement possible. Alors, je vous ai fait aussi une petite liste de vaccinations de masse non exhaustive. Il faut prendre en compte les besoins de nos 98% de chimpanzés. Il faut augmenter l'activité physique transgénérationnelle. Que les classes flexibles ne soient plus des exceptions, mais deviennent des généralités. Que les bureaux flexibles ne soient plus des exceptions, mais deviennent des généralités. Des journées de classe verte hebdomadaires. Oui, parce que si on veut que les gens ils bougent tous les jours, il faut qu'ils apprennent qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Que toute mesure de sécurité ayant un impact sur le mouvement soit vue comme des mesures de contention et doivent être réévaluées. Qu'on me prouve la diminution de morbidité et de mortalité d'une classe en mouvement depuis qu'on a mis ce type de mesures de sécurité. Parce que l'augmentation de la morbidité et de la mortalité d'une telle mesure n'est plus à prouver. Qu'un diagnostic présumé de neuroatypie posé par un pédiatre permette la mise en place immédiate de mesures scolaires et d'accompagnement. Et qu'on diminue drastiquement l'accès à la psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire. Le temps d'attente doit drastiquement diminuer. Et qu'on enseigne et pratique la méditation en pleine conscience quotidiennement à l'école et en entreprise. Que chaque élève commence sa journée d'école avec un temps de méditation en pleine conscience. Et qu'avant chaque test, il puisse faire 3 minutes de cohérence cardiaque. Le marketing s'adresse à notre cerveau reptilien, siège de notre instinct de survie, stimulé par la peur, s'adresse à notre cerveau limbique, siège de nos émotions, de la construction de notre mémoire, des circuits de la récompense et de la dépendance. Et en nous enlevant notre temps de cerveau disponible, il nous empêche d'avoir accès à notre néocortex, siège de nos 2% d'humanité. Merci.